Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous présenter le deuxième épisode du conte Le marchand et le génie. Alors, rappelez-vous que le génie allait tuer le marchand car il l'accuse d'avoir tué son fils. Alors, allongez-vous sur votre lit, éteignez les lumières, reposez-vous bien et prêtez-moi vos oreilles. Allons-y, c'est parti. Le sultan, selon sa coutume, passa la journée à régler les affaires de son empire, et quand la nuit fut venue, il coucha encore avec Scheherazade. Le lendemain, avant que le jour parût, Dinarzade ne manqua pas de s'adresser à sa sœur et de lui dire: Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de continuer le conte d'hier. Le sultan n'attendit pas que Scheherazade lui en demandât la permission. Achevez, lui dit-il, le conte du génie et du marchand. Je suis curieux d'en entendre la fin. Scheherazade prit alors la parole et continua son conte dans ces termes. Sire, quand le marchand vit que le génie lui allait trancher la tête, il fit un grand cri et lui dit: Arrêtez! Encore un mot. De grâce, ayez la bonté de m'accorder un délai. Donnez-moi le temps d'aller dire adieu à ma femme et à mes enfants, et de leur partager mes biens par un testament que je n'ai pas encore fait, afin qu'il n'ait point de procès après ma mort. Cela étant fini, je reviendrai aussitôt dans ce même lieu me soumettre à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner de moi. Mais, dit le génie, je t'accorde le délai que tu demandes. J'ai peur que tu ne reviennes pas. Si vous voulez croire à mon serment, répondit le marchand, je jure par le Dieu du ciel et de la terre que je viendrai vous retrouver ici sans y manquer. De combien de temps souhaites-tu que soit ce délai? Répliqua le génie. Je vous demande une année, repartit le marchand. Il ne me faut pas moins de temps pour donner ordre à mes affaires et pour me disposer à renoncer sans regret au plaisir qu'il y a de vivre. Ainsi, je vous promets que de demain en un an, sans faute, je me rendrai sous ces arbres pour me remettre entre vos mains. Prends-tu Dieu à témoin de la promesse que tu me fais? Reprit le génie. Oui, répondit le marchand. Je le prends encore une fois à témoin, et vous pouvez vous reposer sur mon serment. À ces paroles, le génie le laissa près de la fontaine et disparut. Le marchand, s'étant remis de sa frayeur, remonta à cheval et reprit son chemin. Mais si d'un côté il avait de la joie de s'être tiré d'un si grand péril, de l'autre, il était dans une tristesse mortelle, lorsqu'il songeait au serment fatal qu'il avait fait. Quand il arriva chez lui, sa femme et ses enfants le reçurent avec toutes les démonstrations d'une joie parfaite, mais au lieu de les embrasser de la même manière, il se mit à pleurer si amèrement qu'ils jugèrent bien qu'il lui était arrivé quelque chose, d'extraordinaire. Sa femme lui demanda la cause de ses larmes et de la vive douleur qu'il faisait éclater. Nous nous réjouissons, disait-elle, de votre retour, et cependant, vous nous alarmez tous par l'état où nous vous voyons. Expliquez-nous, je vous prie, le sujet de votre tristesse. Hélas, répondit le mari, de moyen que je sois dans une autre situation. Je n'ai plus qu'un an à vivre.
Alors il leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le génie, et leur apprit qu'il lui avait donné parole de retourner au bout de l'année recevoir la mort de sa mère. Lorsqu'ils entendirent cette triste nouvelle, ils commencèrent tous à se désoler. La femme poussait des cris pitoyables, en se frappant le visage et en s'arrachant les cheveux, les enfants fondant en pleurs, faisant retentir la maison de leurs gémissements, et le père, cédant à la force du sang, mêlait ses larmes à leurs plaintes. En un mot, c'était le spectacle du monde le plus touchant. Dès le lendemain, le marchand songea à mettre ordre à ses affaires, et s'appliqua sur toute chose à payer ses dettes. Il fit des présents à ses amis et de grandes aumônes aux pauvres, donna la liberté à ses esclaves de l'un et de l'autre sexe, partagea ses biens entre ses enfants, nomma des tuteurs pour ceux qui n'étaient pas encore en âge, et en rendant à sa femme tout ce qui lui appartenait, selon son contrat de mariage, il l'avantagea de tout ce qu'il put lui donner, suivant les lois. Enfin, l'année s'écoula, et il fallut partir. Il fit sa valise, où il mit le drap dans lequel il devait être enseveli. Mais lorsqu'il voulut dire adieu à sa femme et à ses enfants, on n'a jamais vu une douleur plus vive. Il ne pouvait se résoudre à le perdre. Ils voulaient tous l'accompagner et aller mourir avec lui. Néanmoins, comme il fallait se faire violence et quitter des objets si chers. Mes enfants, leur dit-il, j'obéis à l'ordre de Dieu en me séparant de vous. Imitez-moi. Soumettez-vous courageusement à cette nécessité et songez que la destinée de l'homme est de mourir. Après avoir dit ces paroles, il s'arracha aux cris et aux regrets de sa famille. Il partit et arriva au même endroit où il avait vu le génie, le propre jour qu'il avait promis de s'y rendre. Il mit aussitôt pied à terre et s'assit au bord de la fontaine, où il attendit le génie avec toute la tristesse qu'on peut s'imaginer. Pendant qu'il languissait dans une si cruelle attente, un bon vieillard qui menait une biche à la tâche parut et s'approcha de lui. Ils se saluèrent l'un l'autre, après quoi le vieillard lui dit: Mon frère, peut-on savoir de vous pourquoi vous êtes venu dans ce lieu désert, où il n'y a que des esprits malins et où l'on n'est pas en sûreté? À voir ces beaux arbres, on le croirait habité, mais c'est une véritable solitude, où il est dangereux de s'arrêter trop longtemps. Le marchand satisfit la curiosité du vieillard et lui conta l'aventure qui l'obligeait à se trouver là. Le vieillard l'écouta avec étonnement, et prenant la parole: Voilà, s'écria-t-il, la chose du monde est la plus surprenante, et vous êtes lié par le serment le plus inviolable. Je veux, ajouta-t-il, être témoin de votre entrevue avec le génie. En disant cela, il s'assit près du marchand, et tandis qu'ils s'entretenaient tous deux: Mais voici le jour, dit Scheherazade, en se reprenant, ce qui reste est le plus beau du conte. Le sultan résolut d'en entendre la fin, laissa vivre encore ce jour-là Scheherazade. La nuit suivante, Dinarzade fit à sa sœur la même prière que les deux précédentes. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. Mais le sultan dit qu'il voulait entendre la suite de celui du marchand et du génie. C'est pourquoi Scheherazade le reprit ainsi. Sire, dans le temps que le marchand et le vieillard qui conduisit la biche s'entretenaient,
il arriva un autre vieillard, suivi de 2 chiens noirs. Il s'avança jusqu'à eux et les salua, en leur demandant ce qu'ils faisaient en cet endroit. Le vieillard qui conduisait la biche lui apprit l'aventure du marchand et du génie, ce qui s'était passé entre eux et le serment du marchand. Il ajouta que ce jour était celui de la parole donnée et qu'il était résolu de demeurer là pour voir ce qui en arriverait. Le second vieillard, trouvant aussi la chose digne de sa curiosité, prit la même résolution. Il s'assit auprès des autres, et à peine se fut-il mêlé à leur conversation qu'il survint un troisième vieillard qui, s'adressant aux 2 premiers, leur demanda pourquoi le marchand qui était avec eux paraissait si triste. On lui en dit le sujet, qui lui parut si extraordinaire qu'il souhaita aussi d'être témoin de ce qui se passerait entre le génie et le marchand. Pour cet effet, il se plaça parmi les autres. Ils aperçurent bientôt dans la campagne une vapeur épaisse comme un tourbillon de poussière élevée par le vent. Cette vapeur s'avança jusqu'à eux et, se dissipant tout à coup, leur laissa voir le génie, qui, sans les saluer, s'approcha du marchand, le sabre à la main, et le prenant par le bras. « Lève-toi, lui dit-il, que je te tue, comme tu as tué mon fils. » Le marchand et les 3 vieillards, effrayés, se mirent à pleurer et à remplir l'air de cris. Scheherazade, en cet endroit, apercevant le jour, cessa de poursuivre son conte, qui avait si bien piqué la curiosité du sultan, que ce prince, voulant absolument en savoir la fin, remit encore au lendemain la mort de la sultane. On ne peut exprimer quelle fut la joie du grand vizir lorsqu'il vit que le sultan ne lui ordonnait pas de faire mourir Scheherazade. Sa famille, la cour, tout le monde en fut généralement étonné. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'elle terminait chaque jour son conte, pour laisser le roi en suspense et pour assurer ainsi sa survie le lendemain pour reprendre son récit. Voilà pour cet épisode. Si vous avez aimé mon histoire, abonnez-vous à ma chaîne. Dormez bien, passez une nuit agréable et paisible et à très bientôt.